Yes, got it. Eh ben, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Juliette et Tiffane et à toute l'équipe TMB. Merci de m'avoir invité à modérer cette séance sur un sujet si passionnant. Il est évident que la question de genre et traduction, longtemps étudiée par des traductologues féministes, est en pleine évolution ces dernières années. De nouvelles questions ne cessent d'émerger à côté de nouvelles manières de concevoir et d'exprimer le genre. Et en tant que professionnel de la langue, en tant qu'anglophone et francophone, on a en ce moment, je crois, la possibilité de témoigner de grands changements culturels, linguistiques et traductologiques. Je crois que si on s'attend à voir dans nos vies des évolutions sémantiques, des mots qui prennent des nouveaux sens, des néologismes qui deviennent courants, c'est bien plus rare qu'on ait l'occasion d'observer des changements syntaxiques, ce qui est carrément en train de se passer avec l'évolution de la langue inclusive et du langage neutre, en français comme en anglais, et des deux côtés de l'Atlantique. C'est pour cela qu'on a vraiment de la chance de pouvoir écouter aujourd'hui deux personnes qui ont longuement réfléchi à ces questions. Louise Crémier, qui les aborde du point de vue de la sémiologie et à partir du contexte québécois, et Corinne Auster, du point de vue de la traductologie et à partir du contexte français. Les deux interventions ensemble nous donneront, j'en suis sûre, une cartographie de ces nouveaux territoires linguistiques. Alors, juste pour vous rappeler très brièvement le format de notre séance aujourd'hui. Pour les questions, on a pensé que ce serait mieux d'attendre jusqu'à la fin, c'est-à-dire après les deux interventions, et d'avoir une discussion collective où vous pouvez poser vos questions à Louise, à Corinne ou bien aux deux en même temps. Je vais donc d'abord présenter Louise, qui va nous parler des pratiques de genrement trans et non-binaire au prisme de la traduction. Et puis, je présenterai Corinne, qui va nous parler de la traduction du célèbre essai de Gayatri Spivak, Can the Subaltern Speak? Et à partir de cela, abordera la question du féminin générique. Ensuite, il nous restera à peu près une demi-heure pour la discussion. Alors, Loïse Crémier a rédigé une thèse de doctorat en sémiologie avec concentration en études féministes à l'Université du Québec à Montréal, qu'elle a déposée cet été d'ailleurs. Alors, c'est félicitations, Loïse. Sa thèse propose une lecture sémiopragmatique de la mise en relation des théories du genre avec les pratiques émergentes de rédaction inclusive au Québec francophone des années 2010. Récemment, elle a contribué à l'ouvrage Jeunes trans et non-binaires de l'accompagnement à l'affirmation, publié en 2021 par les éditions du Remue-Ménage, et à plusieurs publications pédagogiques sur les enjeux trans pour des organisations comme le Réseau québécois d'études féministes, l'Institut de recherche et d'études féministes à l'UQAM et le Conseil québécois LGBT. Et donc, je laisse la parole à toi, Louise. Bonjour tout le monde, merci beaucoup à toutes les chercheuses qui ont participé à l'organisation de cette séance. Merci beaucoup Daniela. Je vais partager mon écran pour ma présentation. Je suis désolée qu'il y ait une barre autour, c'est juste que PowerPoint s'obstine à considérer tous mes néologismes comme des fautes d'orthographe. Donc je trouvais ça mieux que ça ne s'affiche pas. Dans les 25 prochaines minutes à peu près de ma présentation, je vais présenter d'abord ma perspective théorique sur les pratiques de genrement dans les milieux trans, queer, féministes et non-binaires, québécois et francophones plus largement, puis quelques éléments terminologiques du cadre théorique et de la méthodologie que j'applique dans mon travail en général, juste pour vous situer. Et ça va me servir à présenter en fait quelques conclusions de l'étude que j'ai menée récemment sur des guides de communication inclusive actuels produits entre 2020 et 2021 au Québec, et aussi sur un corpus plus large de productions littéraires, communautaires et universitaires récentes dans les années 2010. Je vais ensuite pouvoir mettre l'accent, après cette contextualisation, sur les implications mutuelles de la traduction et des pratiques de genrement qui ressortent de ces productions textuelles. Et si on a le temps, à la fin, j'aimerais donner un exemple de traduction que j'ai réalisé tout récemment pour un professeur-chercheur en études trans pour appliquer cette réflexion, ma foi, très vaste, comme le sont la plupart des études sémiotiques. Donc,
Tout d'abord, mon intervention, elle part à la fois de ma recherche sur la communication inclusive au sens large et ses implications en sémiotique du genre, et de ma pratique de traduction de l'anglais au français dans plusieurs contextes communautaires et universitaires. J'ai été à la fois guide et détective, c'est-à-dire dans le sens où j'ai écrit plusieurs guides et traduit plusieurs guides dans les dernières années dans le communautaire et pour l'université. Mais j'ai dû un peu revenir sur mes pas, retourner cette posture sur elle-même afin d'analyser plutôt que de faire du plaidoyer. Donc c'est dans cette double posture un peu que je m'exprime. Dans les deux cas, je m'intéresse particulièrement à la normalisation qui est en cours de pratiques linguistiques qu'on dit inclusives, à commencer par celles qui sont issues des savoirs trans sur le genre. Donc, je parle surtout de la création de pronoms dits neutres, épicènes ou inclusifs, d'autres néologismes qui fonctionnent dans la même veine, et d'autres pratiques de genrement comme les tours de pronoms, le fait de considérer le genre comme quelque chose de consensuel plus que de visuel, comme dirait Sam Boursier. Donc, les remarques que je vais amener pour la discussion aujourd'hui, elles sont vraiment ancrées dans un questionnement de longue date qui dépasse juste un projet de thèse. La question qui guide mon propos à la base, c'est comment est-ce que des équivalences émergent, par exemple entre they en anglais et yell en français, entre non-binary en anglais et non-binaire en français, entre la rédaction dite gender neutral et l'écriture inclusive. Et comment est-ce qu'à travers ces transferts, on voit être mobilisées des notions à la fois du système de sexe-genre et de la langue, de ce qu'est la langue et de ce qu'est son mandat. Je suis influencée par les études trans, c'est-à-dire un champ d'études qui vise à retourner le point de vue sur les parcours de genre et centrer en fait les apports épistémologiques trans dans une réflexion qui concerne les parcours trans. Et aussi, je postule qu'on ne peut pas analyser adéquatement le devenir du langage dit inclusif, de la communication inclusive, de la rédaction épicène, etc., sans mettre au cœur de l'analyse les minorités de genre francophones. Ce sont par défaut des minorités linguistiques, ces minorités de genre, qui participent activement à l'émergence de normes de l'inclusivité de la langue, mais qui passent trop souvent inaperçues dans les discours sur la féminisation et la rédaction épicène. Quelques définitions juste pour qu'on s'entende. Quand je vais dire trans dans cette présentation, je parle de toute personne, tout parcours qui consiste à ne plus s'identifier au genre ou au sexe qui nous a été assigné à la naissance et le fait d'entreprendre de changer de sexe ou de genre, pour reprendre la formulation d'Emmanuel Boubati. Quand on dit non-binaire, on parle vraiment du paradigme de l'identité de genre, le fait de s'identifier, de ressentir, d'avoir une expérience du genre qui ne correspond pas aux catégories hommes et femmes. Et quand je vais parler de queer, je parle vraiment de toutes les pratiques qui s'opposent à l'hétérocisnormativité, à cette présupposition que les pratiques et les normes hétérosexuelles et cisgenres, donc non-trans, sont plus normales ou plus naturelles que d'autres pratiques et d'autres désirs. En ce qui concerne les notions de sexe et de genre, il y a une grande diversité, bien sûr, de conceptualisation du sexe et du genre. J'ai fait un choix pour ce qui est de ma recherche et pour mon propos, qui est de m'en tenir à l'utilisation des notions de système de sexe-genre amené par Gail Rubin, de la notion de technologie du genre amenée par Deloretis, et je m'inspire aussi de la notion de marque du genre chez Monique Wittig, pour faire coller un peu tout ça avec la sémiotique, qui est un cadre un petit peu contraignant quand même à ce niveau-là. Vous remarquerez que j'ai indiqué plusieurs dates de citation parce que ce sont tous des textes qui ont été traduits plusieurs fois, et c'est d'ailleurs très intéressant d'observer comment ils ont été traduits à travers les années. Je me sers aussi beaucoup des notions de genrement et de mégenrage. Là, le suffixe est différent aussi à cause de différentes traductions interposées. Le genrement étant une notion gendering qui vient de la recherche et des contributions de Julia Serrano, surtout une militante et chercheuse trans, et ça désigne vraiment le processus d'attribution du genre dans un acte de communication.
Ça permet un petit peu d'évacuer toute la question euh, linguistico-symbolique de pourquoi est-ce qu'il y a une correspondance entre le genre et la langue. Je prends pour acquis que la langue, c'est une des matières premières de l'expression du genre et de la formation du genre. Je conçois le langage et la langue dans une perspective sémiotique, donc ce n'est pas une étude linguistique que je fais, mais plutôt une étude d'habitude de signification et de changement d'interprétant à travers le processus continu qu'on appelle la sémiose. Très rapidement, le modèle, oui, je suis désolée pour le schéma, c'est juste que c'est, j'ai vu Daniela faire. J'utilise pas le principe de l'arbitraire du signe ou des notions issues de la linguistique moderne, mais plutôt un regard pragmatique sur la signification, ce qui inclut le fonctionnement de la signification dans le langage verbal, mais pas que. Donc, je vais m'intéresser plutôt à la relation entre comment on perçoit un objet, le représentamène, et ce à quoi il réfère, un objet, mais en relation avec un interprétant, donc qui fait du sens avec cette relation-là entre représentamène et objet dans une situation donnée, sachant que ces interprétants-là évoluent et créent une chaîne de signes qui est continue. Et la formation d'habitude, c'est la stabilisation de cette relation entre objet, représentamène et interprétant. Donc, il peut y avoir, ça permet en fait d'accommoder quelque part la polysémie sans en faire une incohérence, sans en faire un problème, dans le sens où on va de facto s'intéresser à comment, dans un contexte, un signe obtient un certain effet, et on s'intéresse au signe comme une somme d'effets, donc qui est contextuel et non pas absolu, ou qui n'est pas aussi facilement stabilisable qu'on le pense. C'était juste pour juste situer la pratique de l'analyse sémiotique. Dans ma thèse, j'ai analysé des guides de rédaction, surtout parce que le guide, de ce point de vue sémiotique, ça permet d'observer des signes qui sont à la charnière entre l'usage et la norme, où en fait les guides proposent plutôt qu'ils ne prescrivent. Donc, il y a un jeu d'interprétation qui est beaucoup plus intéressant que, par exemple, si j'avais analysé des directives en écriture inclusive ou un corpus, mettons, de zines ou de textes littéraires. C'est pour ça que j'ai voulu analyser ce type de texte-là, les guides. Donc, sur cette base-là, l'objectif de la thèse en général, c'était de faire des grosses théorisations sur la notion de neutre. Je n'y reviendrai pas ici, mais en gros, l'objectif, c'était d'explorer les relations qu'on peut établir entre la notion de neutralité de genre dans toute sa polysémie et les stratégies linguistiques qu'on dit inclusives ou neutres, qu'elles soient effectuées au niveau, qu'elles travaillent au niveau graphique, morphologique, lexical ou syntaxique. J'ai compris le neutre, j'ai un peu comme décortiqué la notion de neutre pour la comprendre, ou bien comme un ni l'un ni l'autre, un au-delà de ce ni l'un ni l'autre, ou un dépassement même de la dichotomie homme-femme pour créer un espace tiers en plus de la dichotomie. Bon. Et dans différentes stratégies linguistiques, on voit apparaître ces différents paradigmes de manière complètement chaotique, et on ne peut pas, en fait, le but c'était de montrer qu'on ne peut pas créer une seule grille associant idéologie et méthode de rédaction. Un même signe va permettre à une personne dans un texte de mener à bien une intention énonciative différente. Et on retrouve différents paradigmes du neutre dans un même guide, dans une même école de rédaction épicène, féministe, etc. L'une des typologies que j'ai proposées, ça consistait à distinguer comme effets différents de la communication inclusive la rédaction épicène, par laquelle on évite de marquer le genre. Donc là, je ne parle pas de stratégie, je ne parle pas de si on dédouble, si on remanie la syntaxe, etc., juste en termes d'effet, de qu'est-ce qu'on cherche à faire, de quel effet on cherche à produire. Donc la rédaction épicène, par laquelle on évite de marquer le genre,
la féminisation par laquelle on marque intentionnellement le féminin, ou on démasculinise, pour reprendre le terme de Louise Larivière, où on va démasculiniser la langue française. J'ai distingué ça aussi de la créativité linguistique non binaire, le fait de chercher à marquer un troisième genre ou d'autres genres, en plus des catégories de genre grammaticales masculin et féminin. Et enfin, un quatrième effet de stratégie de communication inclusive, c'est la subversion même du genre grammatical, donc sans viser de marquage d'un ou plusieurs genres binaires ou non binaires, mais en cherchant plutôt à venir affecter, critiquer la logique du marquage du genre grammatical. Ce genre de désambiguation, pour moi, c'est utile dans le sens où, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça permet de mettre en valeur la multiplicité des fonctions d'un même signe, comme par exemple le pronom yel. On va voir plusieurs de ces fonctions sémiotiques à même la définition proposée par le Robert, qui a évolué depuis l'an dernier. La première proposition de la définition, c'était une proposition de considérer ce néologisme comme un pronom personnel générique. Ou dans une optique, on pourrait dire, je sais que c'est un peu provocateur de dire que Yel est un générique, mais le pronom était défini dans la première itération de la définition comme un pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier ou du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Donc, on ne s'avançait pas à savoir si le genre était binaire ou ternaire, si les personnes non binaires existaient ou pas, etc. La deuxième définition, la révision de la définition au fil de l'année 2022 vient apporter des attestations qui insinuent que le pronom peut avoir une fonction de marquage d'un genre non binaire ou de genre non binaire. Vous voyez un peu où je veux en venir. C'est pas pareil en ligne, en personne, on peut voir si c'est clair, mais bien sûr, il n'y a pas que Yel. Je vais vous donner un aperçu de ce bouillon, cette bouillie de langage, comme dirait Deleuze-Guattari. Il y a vraiment tout un ensemble de néologismes qui sont proposés dans différents milieux francophones. Et souvent, on va faire une distinction entre des néologismes dits inclusifs ou combinatoires qui fonctionnent par crase ou en tout cas par combinaison des formes masculines et féminines, comme Yel, mais aussi I, Yel avec le L en toutes lettres, et toutes les déclinaisons que ça implique au niveau des déterminants des articles et des déterminaisons des noms communs. Donc, on fait parfois cette distinction entre néologismes inclusifs ou combinatoires et des néologismes dits plus non-binaires ou plus neutres, qui ne se basent pas phonétiquement, phonétique au niveau graphique, sur les formes masculines et féminines, mais qui vont plutôt venir ajouter une troisième forme, comme par exemple les pronoms ol, al, ul, yol, etc. Parfois, ce sont des formes qu'on peut constater dans la pratique de tout un milieu. Par exemple, le milieu littéraire montréalais utilise quasiment systématiquement Yel ou certains pronoms comme I pour neutraliser leur communication, entre guillemets. Mais dans d'autres cas, c'est vraiment le fait d'une personne ou quelques personnes et on va relever l'usage et on ne va plus jamais le voir ailleurs. Par exemple, Yol, je l'ai vu dans un mémoire de maîtrise et dans un zine. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée. Mais cette définition, cette distinction entre les néologismes, elle est un peu artificielle aussi parce que bon, on voit que Yel peut jouer différents rôles, par exemple, peut être un inclusif générique autant qu'une marque considérée comme neutre. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui utilisent d'autres cours pour se créer une autre marque de genre ou pour subvertir la logique de la marque du genre. Par exemple, en n'utilisant pas de pronoms néologiques, en maniant juste la syntaxe et en répétant leurs prénoms, par exemple, ou en alternant les accords, ce qui crée un tumulte très intéressant. Ou en utilisant la typographie. Par exemple, on voit il y a certaines personnes qui reprennent
des usages historiquement reliés à la féminisation, dans une optique un peu radicale de l'usage de la majuscule, par exemple, pour marquer leur genre. Dans le contexte québécois aussi, je vais en reparler dans 2 minutes, l'usage du franglais ou le fait de privilégier une pratique linguistique locale, mineure, comme par exemple parler plus le joual que essayer de parler un français standard, métropolitain, ça vient participer de techniques de langage non genré, par exemple en utilisant des adjectifs en anglais dans une phrase en français, en faisant du translanguaging ou du code switching pour éviter d'avoir à utiliser, d'avoir un mot qui marque l'alternance en genre grammatical. Pour vous donner quelques exemples de comment est-ce que il peut y avoir comme ça une multiplicité de significations pour un même signe et comment est-ce qu'un même signe peut intervenir dans différentes approches de la marque du genre. Je prends le cas de i ou il, ça peut être prononcé de différentes manières selon les personnes, selon les préférences. J'ai choisi le pronom i aussi parce que je sais que Corinne va en parler aussi un petit peu après dans le cadre de la traduction de Spivak. Donc, je ne vais pas en parler de ce cas-là, mais dans la fiction de Michel Causse, qui était une autrice je sais même plus, une autrice lesbienne radicale qui a été republiée récemment par les éditions Sans Fin à Montréal. On voit l'usage de i comme un pronom qui désigne le sujet assigné à la classe des femmes qui ne s'est pas encore libéré. Donc, qui est complètement assujetti à il, à l'homme, à la classe des hommes. Et on voit un cheminement de i à elle jusqu'à ul, un pronom dégenré qui a dépassé la différence des sexes dans les textes, dans plusieurs textes de Michel Causse. Rien à voir dans la littérature grise, donc comme par exemple dans différents zines locaux, le pronom i va plutôt être utilisé comme pronom générique ou comme pronom neutre pour marquer des genres non binaires. Donc là, c'est ça, je mets en évidence ces exemples-là pour vous montrer en quoi, après, quand on fait des choix de traduction, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un certain choix ait l'effet escompté en fonction des contextes. Il y a des personnes qui vont comprendre qu'en utilisant « i », on l'utilise pour faire un pronom générique, alors que d'autres vont comprendre qu'on désigne une personne non binaire. C'est ça, l'idée. Un autre indice du fait que de tels néologismes ne peuvent pas être facilement calqués sur une seule épistémologie du genre, une seule éthique du genrement ou une seule politique, c'est l'utilisation de combinatoires comme LE dans différents contextes, comme par exemple ici dans ce zine de Véro Leduc, qui est une activiste et chercheuse et professeure-chercheuse sourde et queer. LE est expliqué comme un signe d'écriture queer et féministe qui vise à brouiller la marque du genre, à ne pas assigner le genre masculin ou le genre féminin, et de brouiller même la distinction binaire des sexes-genres, alors que dans des guides de rédaction inclusive plus récents, en général, donc dans les guides de rédaction issus des milieux trans et non-binaires qui vont expliquer ce genre de signes, ça ne va pas du tout être expliqué comme ça va plutôt être expliqué comme un néologisme combinatoire qui sert à désigner tous les genres et qui n'est pas spécifiquement relié à un projet queer ou à une queerisation de la marque du genre. Avant de passer à des remarques sur la traduction spécifiquement, un autre élément sur lequel je voulais insister, c'est en ce qui concerne la diversité des intentions et des effets de sens de ce travail sur la marque du genre, c'est le fait qu'il s'articule dans le cadre de projets qui sont tout à fait différents. Et ça va de l'expérimentation à la normalisation grammaticale.
Par exemple, ici, je vous donne un exemple d'une double page du journal de recherche graphique en écriture inclusive. C'est une petite une publication aux éditions Feu de Paille basée à Bordeaux, si je ne m'abuse. Et on voit que des nouvelles formes sont expérimentées de manière pas du tout systématique, mais plus pour essayer de voir, de ramener l'aspect, comment dire, l'expérience de la lecture dans la réflexion sur la marque du genre, plutôt que de chercher à produire un système qui nous permettrait de réviser le système de sexe-genre et d'avoir une idée claire de qu'est-ce qu'on veut dire en utilisant la marque du genre. À l'opposé, on trouve des productions qui cherchent là on voit un magnifique tableau, qui cherchent à classer les néologismes pour les faire rentrer dans une grammaire pour justifier l'ajout d'une troisième catégorie de genre neutre à la grammaire française. À gauche, vous voyez ici un extrait de la grammaire neutre. C'est un fascicule qui a été publié en ligne en 2020 par deux organismes communautaires respectivement québécois et canadiens, la Fondation Émergence et EGAL. Dans ce fascicule-là, on voit comme une utilisation du vocabulaire de la grammaire en utilisant des abréviations, en mettant les choses dans des colonnes pour essayer de systématiser l'utilisation des pronoms masculins, féminins, neutres et autres pronoms démonstratifs, adjectifs, etc. À droite, on voit le tableau pour déterminer comment est-ce qu'on forme un accord dans la grammaire du français inclusif de Alferraz, qui est linguiste à la Sorbonne et travaille à la Sorbonne. Et c'est le tableau découpé et reproduit dans un zine qui circule au Québec actuellement, qui a été produit en Estrie, c'est une région du Québec. C'est ça, donc on voit dans cette reproduction-là un petit aspect critique, un petit regard critique par rapport à ce genre de travaux-là à travers l'image qui a été choisie pour le fond. Dans les guides de rédaction et de communication inclusive récents, on voit une mention de plus en plus fréquente de ces pratiques émergentes. Surtout dans les guides qui s'attachent, au moins dans une partie du guide, à mentionner les personnes non-binaires comme un groupe qu'il faut représenter. Il y a peu de guides qui abordent de manière détaillée des stratégies créatives au niveau graphique ou morphologique. Et les guides qui émanent d'organismes communautaires qui mettent l'accent sur ces stratégies-là et sur ces néologismes-là surtout, ils le font surtout dans une optique de banalisation de ces formes à l'écrit et à l'oral, voire de normalisation d'une catégorie, dans l'optique en fait de promouvoir le respect des identités de genre. C'est surtout ça qu'on peut constater. Là, je vous ai mis des exemples de guides que j'ai analysés. Les deux à gauche, ce sont des guides un peu moins récents. Le guide de la COSIN, c'est 2013. En dessous, l'Union des municipalités du Québec, c'est 2019. Le reste des guides, ici, ce sont des guides québécois qui ont paru entre 2020 et 2021 dans le milieu universitaire, communautaire. Il y a même l'INRS Québec a produit même un guide l'année dernière sur la rédaction épicène. Très actuellement, puisque ça date du mois dernier, de septembre 2022, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial en sont à changer leurs directives en matière d'écriture inclusive, ce qui est tout à fait intéressant puisque ça inclut la normalisation de certains néologismes et la révision aussi de comment est-ce qu'on parle de la rédaction épicène pour aller au-delà d'une optique de représentation égalitaire des hommes et des femmes. Donc la rédaction épicène va devenir notamment la formulation neutre et la terminologie épicène comme recours propre à la rédaction épicène vont devenir des outils pour représenter tous les genres et non plus les deux genres. La féminisation reste
conseillé et promu aussi dans les contextes où ce n'est pas nécessaire de se soucier des personnes non-binaires ou de ces optiques-là sur le genre. Mais c'est ça, je voulais attirer votre attention sur le fait que les directives, même dans les plus hauts lieux, sont en train de changer. Par exemple, le gouvernement du Canada vient de mettre en ligne le mois dernier un inclusionnaire. On pourra parler pendant la discussion des différents contextes nationaux parce que l'inclusionnaire, bien sûr, ça fait très canadien. Hein, ce n'est pas du tout quelque chose qui, je pense, est dans la ligne de mire des autorités françaises. Mais l'inclusionnaire, donc, par exemple, c'est un outil de, et je cite, solution inclusive pour rédiger, réviser ou traduire de façon inclusive en français. Donc, c'est vraiment tout un répertoire de termes qui vient prescrire des équivalences entre des termes qui marquent l'alternance en genre grammatical et des termes ipsen. Bien sûr, pour comprendre pourquoi ces outils arrivent aujourd'hui et pourquoi ça arrive aussi vite, pourquoi il y a une telle pluie de guides et de nouvelles directives, dans le contexte québécois, il faut mettre l'accent sur le fait qu'on est en contact avec l'anglosphère très serré, qu'on vit dans des communautés bilingues et qu'on vit dans une société qui est très anglo-normative aussi, où les transferts interlinguistiques se passent davantage de l'anglais au français que l'inverse. Par exemple, le fait de partager ses pronoms, le fait d'avoir une étiquette de pronoms, ce sont des pratiques qui nous viennent de milieux trans, non-binaires, queer, essentiellement états-uniens et nord-américains plus largement. Mais quelque chose qui me semble plus intéressant à réfléchir, c'est au-delà de cette critique de l'anglo-normativité de nos pratiques de genrement trans, les pratiques de traduction et d'adaptation dans nos milieux, elles sont mises en relation avec d'autres langues aussi, et pas seulement dans une optique d'emprunt de l'anglais au français. Quand on regarde vraiment ce qui se produit dans nos milieux trans, non-binaires, queer, il y a une réflexion encore plus poussée, souvent à l'oral, qui transparaît dans des hymnes comme celui-ci que je vous montre en haut à droite, sur la relation entre français métropolitain et sa prononciation normative et l'oralité du français dans différentes régions du Québec. Par exemple, dans cet exemple-là, il y a des réflexions sur comment est-ce qu'on pourrait avoir une notion de pronom neutre ou non-binaire ou de prononciation non marquée selon le genre ou marquant des genres non-binaires qui ne force pas à utiliser la diphtongue yeah dans yel, qui est difficile pour certains accents. Par exemple, si on vient de la baie du Saguenay ou comme de certaines régions, c'est pas nécessairement évident tout le temps que ce soit fluide à l'oral d'utiliser ces pronoms-là. Pourquoi je fais ces remarques? Parce que il y a dans les processus de traduction de l'anglais, même de l'anglais au français, ce qu'on observe souvent à l'heure actuelle dans le milieu de la traduction féministe et queer, c'est que des textes qui sont produits en Amérique du Nord en anglais vont être traduits en France, donc en utilisant des stratégies qui fonctionnent pour des locutorats qui ont un accent français ou des accents européens, et ensuite ça va être réinjecté, les livres vont revenir au Québec ou dans d'autres parties de la francophonie, et parfois on doit retraduire et ou alors s'accommoder de stratégies qui sont essentiellement produites dans une optique de pratiquer le français en Europe. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans les guides de communication inclusive, c'est vraiment pas une réflexion qui transparaît et je voulais juste noter qu'à l'heure actuelle, on a très peu de ressources et d'arguments qui circulent à l'écrit pour contrer un peu la vision plus anglo-normative qui veut que la langue française soit en retard sur l'anglais, que l'on doive rattraper rattraper la langue anglaise en créant de nouvelles ressources lexicales qui nous permettent de marquer le genre comme en anglais de manière inclusive, parce que l'anglais est plus inclusif. Voilà, c'est ce discours-là qui transparaît dans les guides, alors que sur le terrain, c'est vraiment pas ça qu'on voit.
Je vois qu'il me reste 5-10 minutes. Ouais. Donc, là-dessus, une fois que l'on sait tout ce que mobiliser ces signes implique, la traduction de textes féministes, queer, trans surtout, en pratique, elle implique des choix de rédaction qui touchent autant aux épistémologies du genre qu'à des connaissances sur la féminisation des textes et autres stratégies DIY. Et c'est ces questions-là, qui sont des grandes questions, mais qui ont des impacts pratiques, qu'on peut se poser. Donc, en somme, comment traduire en suivant des conventions qui sont locales, qui sont pertinentes culturellement et linguistiquement pour les locutorats concernés. Ça demande de se poser la question de qui détient l'expertise sur la langue, qui énonce les normes. Donc, dans le contexte où on a une politique éditoriale qui nous empêche d'utiliser certains néologismes, quel choix est-ce qu'on peut faire pour quand même s'adresser aux locutorats qui vont lire les textes. Et quand on traduit dans une éthique féministe, qu'est-ce qu'on traduit de la conceptualisation du genre qui sous-tend la pratique créative? Comment est-ce que nos choix, par exemple, de pronoms néologiques vont, vont véhiculer une perspective sur le genre, comme par exemple chez Michel Causse, où certains signes linguistiques viennent iconiquement représenter un point de vue sur le genre. Alors que dans d'autres textes, c'est complètement différent. Je voulais suggérer que pour faire ça et pour répondre à ces questions, utiliser des guides, ou émanant de commissions des normes ou d'ouvrages plus canoniques, ça peut être parfois moins pertinent que de se référer à des notes de traduction ou à l'usage pour trouver quelle est la meilleure pratique ou quelles sont les meilleures stratégies. Par exemple, les notes de traduction dans différents ouvrages traduits de l'anglais dans la collection Sorcière chez Kangouraki, c'est très intéressant parce que chaque ouvrage choisit sa propre stratégie et l'explique en regard des points de vue épistémologiques et politiques de l'auteur ou de l'autrice en anglais. Je n'ai pas le temps de vous parler des notes de rédaction, mais les notes de rédaction, c'est aussi très intéressant. Donc, pour illustrer, juste en 5 minutes, là, pour terminer, comment est-ce que ça peut s'appliquer, ces réflexions-là sur traduire en féministe, comme dirait Noémie Grunenwald, ou traduire en transféministe, je dirais, des textes issus de locutorat trans, queer et féministe. J'ai choisi un cas d'étude d'une traduction que j'ai réalisée la semaine dernière pour un professeur-chercheur dans le cadre d'une présentation qu'il a donnée dans un colloque qui s'est terminé hier au LEGS à Paris 8, ce que les savoirs trans font aux études de genre. C'est un texte qui a été, le texte en anglais et en français a été rendu disponible en ligne sur le site web du chercheur. Et en fait, cette présentation, elle visait à rendre compte de l'argument principal du livre de l'auteur Sex is as Sex Does, Governing Transgender Identity, argument étant de considérer le sexe non plus comme un trait du corps et de repenser un peu comment est-ce que l'État gère l'attribution des mentions de sexe en considérant le sexe comme un effet bureaucratique, comme quelque chose qui est produit par l'État et pas par le corps médical ou par les normes culturelles qui régissent le genre. Paisley Curas, c'est un chercheur qui a cofondé avec Susan Stryker la revue Transgender Studies Quarterly. Il est professeur en sciences politiques et en Women's and Gender Studies à New York. Et c'est un activiste de longue date pour les droits des personnes transgenres aux États-Unis. Donc en fait, en traduisant son texte de l'anglais au français, j'ai essayé d'appliquer des principes de rédaction inclusive, en manipulant un peu la marque du genre grammatical standard, mais aussi j'ai essayé de traduire son point de vue particulier sur le genre, et ça s'applique à la grammaire autant qu'au lexique.
Je vais juste donner 2-3 exemples. En amont de la traduction, la semaine dernière, oui, d'ailleurs, c'est une traduction qui a été faite très rapidement et je ne prétends pas qu'elle soit bonne du tout. Elle est amenée à être révisée pour être publiée par la suite. En amont de la traduction, on a pas mal discuté de l'importance en fait de la traduction, et le chercheur, Paisley Cura, s'est vraiment mis dans une posture d'humilité épistémique, pour reprendre les mots de Miranda Fricker, et a vraiment mis l'accent dans son texte même sur le rôle de la traduction dans la circulation des savoirs sur le genre, en l'énonçant dans sa présentation d'entrée de jeu, le fait qu'il faut discuter des différentes significations du lexique du genre et des incohérences qui peuvent résulter d'un processus de traduction. Par exemple, quand dans son texte, Paisley Cura parle des sex markers, quand il dit I do not theorize about the correct relation between sex markers on identity documents and the truth of sex and gender. I do not attempt to resolve contradictions in sex classification policies. Instead, I conceive of sex markers as state effects. J'ai trouvé ça vraiment tentant de traduire sex markers par marque du sexe pour évoquer la marque du genre chez Wittig, parce que Paisley Cura en fait développe un matérialisme trans américain qui pourrait vraiment être mis en lien avec le féminisme matérialiste et la pensée de Monique Wittig. Donc là, le fait de traduire d'un point de vue trans et en connaissance de ces transferts épistémologiques à propos du genre, ça a un peu nuit à l'invisibilité de la traductrice, parce que je me suis sentie un peu obligée de mettre une note de traduction pour expliquer que je traduisais de manière vraiment différente, en disant, parce que sex markers, ça se traduit aussi par mention de sexe, c'est préférable à traduire de manière littérale, mais la traduction littérale aurait joué un rôle tout aussi utile quelque part. Voilà. Je passe là-dessus. La traduction d'un texte qui se place vraiment dans une éthique trans du genrement, qui fait attention à ne pas mégenrer les personnes, et tout ça, ça fait en sorte qu'à la traduction de l'anglais au français, pour certaines citations, par exemple, de rapports médicaux, d'experts qui ne respectaient pas du tout les personnes trans, etc., je me suis demandé comment rendre compte du mégenrage des personnes trans dans ces cas-là. Et par exemple, ici, c'est une citation d'un rapport gouvernemental qui refusait un changement de mention de sexe à une personne en ayant fait la demande. Et ça dit en anglais « the transsexual ». Probablement que dans l'esprit du rapport et dans le reste du rapport, la personne trans était mégenrée, mais sur le coup, comme j'ai pas pu consulter le texte original, le rapport original, j'ai décidé de traduire en utilisant une formulation neutre avec un épicène à genre fixe, pour ne pas s'embêter. Mais c'est juste pour mettre en valeur le fait qu'avoir comme ça un point de vue où on se soucie du fonctionnement de la marque du genre et de l'éthique que ça véhicule, ça mène à des considérations en traduction, en pratique. C'est ça, quand vient le temps d'assigner, d'accorder. Je passe. Et enfin, un dernier exemple. Dans le texte, à un moment, l'auteur retranscrit une citation de Bill de Blasio, le maire de New York, qui dit que, enfin, ça venait juste après, comme le passage de certaines lois inclusives pour les personnes trans. Et le maire disait « Transgender and gender-conforming New Yorkers deserve the right to choose how they identify and to live with respect and dignity ». Et j'ai choisi de traduire avec un point médian parce que dans le contexte actuel, où on voit, en tout cas à Montréal et au Québec, les graphies tronquées être utilisées dans le milieu corporatif et par des institutions
ça faisait tout à fait du sens c'était tout à fait sensé d'imaginer que Bill de Blasio aurait fait le dédoublement à l'oral de New-Yorkais, New-Yorkaises pour s'adresser à la population dans son discours. J'ai pas trop le temps de conclure en long et en large. Je suis désolée d'avoir autant dépassé, mais en gros, pour moi, là-dedans, dans tout ça, ce qui est le plus important, c'est la question du guide et du pouvoir du guide, de savoir quel guide, à la fois quel texte et quels agents, la parole de qui est-ce qu'on va suivre quand on va faire des choix de rédaction et de traduction. Parce que à l'heure où on a de plus en plus de guides, de plus en plus de ressources, d'outils et de discours divergents et parfois cacophoniques sur comment est-ce qu'on devrait écrire et parler du genre de manière plus inclusive, il faut bien choisir ses allégeances et travailler à établir un lien de communication avec le locutorat à qui on s'adresse. C'est ça, je m'arrête là. Merci beaucoup. Et j'ai hâte à la discussion. Merci beaucoup, Loïs. Merci pour cette intervention. Ça donnera lieu, j'en suis sûre, à une discussion passionnante. Et donc, on va passer tout de suite à notre deuxième intervention de Corinne Oster. Corinne, qui est titulaire d'un PhD en littérature comparée de l'University of Massachusetts à Amherst et d'une agrégation d'anglais. Elle est maîtresse de conférences HDR en traduction et traductologie à l'Université de Lille, où elle enseigne principalement au sein du master de traduction professionnelle MELEXTRA, dont elle est co-responsable. Ses intérêts portent sur les politiques de traduction et sur les problématiques de genre en traduction. En 2023, sa traduction et son édition critique de l'ouvrage de Sherry Simon va paraître chez les presses de l'Université d'Artois. Alors, bienvenue Corinne et merci. Merci beaucoup. Merci à Daniela pour la modération. Merci également à Tiffany, Juliette, à toute l'équipe de Translating Minority Network. Et merci à Loïs également pour sa présentation. J'ai pris plein de notes, donc je pense qu'on reviendra sur tout ça par la suite. Je vais partager mon écran. Voilà, attendez, hop. Est-ce que tout le monde voit? Oui. D'accord. Écoutez, d'abord en préambule, pourquoi ce sujet? Parce que on peut se poser la question. C'est tout simplement une réflexion en cours, justement dans le cadre de cette traduction et introduction critique de Gender in Translation. Et surtout, finalement, le fait que l'université et l'édition se soient saisies de ces questions de traduction et genre ces dernières années, a fini de me convaincre d'une part qu'il était important de traduire ce livre et qu'il était également important d'entourer la traduction d'un appareil critique dans lequel justement j'examine dans la manière dont l'édition traite ces questions et cette réflexion qui n'est... Voilà, j'attends vos questions et vos remarques avec impatience. Ma réflexion sur la traduction de Can the Subaltern Speak fait partie justement de cet examen des pratiques. Ce n'est pas tout d'abord n'importe quel texte. Tout d'abord, Gayatri Spivak, que vous connaissez tous et toutes, j'imagine, n'est pas la première à avoir théorisé les problématiques de genre en traduction. Donc, je vous renvoie à la traductologie féministe qui a débuté dans les années 80 au Canada principalement. Mais c'est une des premières théoriciennes à avoir pensé dans une perspective intersectionnelle la traduction féministe postcoloniale. Une analyse de son travail en particulier est développée dans le dernier chapitre du livre de Sherry Simon où elle parle d'un de ses textes parus en 1993, The Politics of Translation, dans
dans lequel Spivak développe sa politique de la traduction des textes littéraires écrits en particulier par les femmes indiennes, en dénonçant tout ce qui est les traductions globalisantes, ce qu'elle appelle le translatees, c'est-à-dire des traductions dans lesquelles le lissage stylistique nie la spécificité littéraire de ces femmes en faisant apparaître les textes finalement comme des témoignages sociaux qui pourraient venir d'un petit peu partout dans le monde. Ce texte, d'ailleurs, est régulièrement cité par les traductrices et les traductologues féministes. Alors, dans le cadre de mes recherches, je suis allée consulter les traductions existantes des textes de Spivak. Il n'y en a pas tant que ça, elles sont assez tardives également, mais je suis tombée sur 2 versions d'un de ses textes les plus connus, Can the Subaltern Speak, qui est donc publié en 1988, et qui est un des textes fondateurs des études subalternes. Donc, c'est le texte d'une théoricienne, mais aussi d'une féministe postcoloniale, et le texte est paru en fait dans un ouvrage qui s'intitule « Marxism and the Interpretation of Culture ». Voilà, c'est un texte qui est difficile d'accès. Je pense qu'on ne va pas parler du contenu véritablement du texte. Il est nourri de théories marxistes, déconstructionnistes. Voilà, on y trouve Marx, Gramsci, Althusser, Deleuze, Foucault, Derrida, et des théoriciens du sous-continent indien comme Ranajit Guha ou Chanduri, justement pour les études subalternes. Le texte en question a été fondamental dans la définition et le développement des Subaltern Studies, et il traite des populations subalternes en général, mais aussi et en particulier donc de la situation des femmes du tiers-monde, des veuves indiennes, et de leur exclusion des formes dominantes de représentation. Alors, le texte original, je l'ai dit, date de 88. Et bon, c'est pas très étonnant si on est habitué à attendre la publication française de textes importants. Hein, je pense, déjà, The Politics of Translation, 1993, a été traduit en 2014. On peut penser à voilà, Gender Trouble, hein, dont la traduction française a mis 25 ans également à parvenir en France. Donc, il a fallu 10 ans pour que la première traduction de Can the Subaltern Speak paraisse en français. Donc, je vais parler un petit peu des traductions. Dans cette présentation, je vais surtout parler de la deuxième traduction, mais bon, il faut évidemment mentionner la première. Voilà, qui est paru dans un ouvrage qui s'intitule « L'historiographie indienne en débat ». Donc, c'est un ouvrage de spécialité sur l'historiographie indienne et les sociétés postcoloniales. Et le texte a été traduit par Ousmane Khan et Mamadou Diouf, qui est lui-même éditeur de l'ouvrage. Et une nouvelle traduction, 10 ans plus tard, donc en 2009, est publiée par Jérôme Vidal pour les éditions Amsterdam. Il est lui-même éditeur et un des traducteurs principaux des éditions Amsterdam. Voici donc les 2 couvertures que j'ai trouvées, puisqu'il y a eu une réédition de ce texte. Donc, voilà, vous voyez, vous savez déjà où je veux en venir. Il y a quand même une différence extrêmement perceptible entre les 2 titres qui m'a donc amené à examiner les stratégies de traduction utilisées pour genrer les subalternes de Spivak et à ébaucher une tentative d'explication de la stratégie de traduction du genre utilisée surtout donc dans la traduction de 2019. Donc voilà, je vous remets les 2 titres. Les subalternes peuvent-ils s'exprimer? Donc c'est le titre de la première traduction de 1999. Et deuxième traduction, les subalternes peuvent-elles parler? Voilà, donc pour 2009, les éditions Amsterdam.
Alors, justement, on pourrait se dire que chacun de ces deux titres ne renvoie pas aux mêmes personnes, voire au même texte, si tant est qu'un titre peut orienter un texte. Voilà, je ne reviendrai pas non plus sur les caractéristiques grammaticales traditionnellement assignées au masculin dit générique et au féminin dit spécifique. Et on soulignera aisément que l'assignation d'un genre à subaltern, qui en anglais est épicène au singulier comme au pluriel, souligne le problème du masculin générique dans la traduction française du titre. Donc, en gros, les femmes subalternes sont-elles incluses dans le premier titre? Les hommes subalternes sont-ils exclus du deuxième? On a en tout cas deux versions que l'on pourrait qualifier d'opposées de cette référence majeure. Alors, des études postcoloniales pour le premier ou finalement des études féministes postcoloniales pour le second. On a également l'idée que le lectorat ne sera peut-être pas le même. Donc, c'est Jérôme Vidal qui est donc l'auteur de la retraduction du texte en 2009 qui revient en premier sur cette première retraduction. Et je cite, il dit que c'est une première traduction particulièrement maladroite et fautive, pour le dire franchement impraticable, dans le par ailleurs remarquable recueil publié par Mamadou Diouf. Et donc, il en propose une nouvelle version pour sa maison d'édition avec ce titre « Les subalternes peuvent-elles parler ?» dont il précise que, suite à une conversation avec Spivak elle-même, voilà, le titre est validé par l'autrice. Il apparaît que également ce titre n'était pas le premier titre, car il a hésité dans une première version justement avec le pronom inclusif « il », dont justement parlait Loïs tout à l'heure. Et c'est quelque chose qu'explique, voilà, ça c'était donc les deux titres en regard. C'est quelque chose qu'explique Françoise Bouillot, qui est aussi une autre traductrice de Spivak. Elle dit: voilà, j'en prends pour exemple les difficultés qu'a eu Jérôme Vidal avec un texte de Spivak. Première mouture, les subalternes peuvent-ils parler? C'était intenable, avant tout parce que l'apparence de faute grammaticale hypnotisait le lecteur. Avec l'approbation de l'auteur, la dernière édition a fait le choix du « elle », excluant du coup les hommes, pourtant inclus dans le titre original de Spivak. Alors, voilà, Françoise Bouillot, qui par ailleurs fait le choix du masculin auteur pour désigner Spivak et de lecteur pour désigner le lectorat, semble également regretter le choix de Jérôme Vidal, tout en ajoutant que les solutions inclusives sont intenables. Voilà. Alors, intenable, impraticable, voilà, on commence à entendre ce type d'appréciation, toutes deux marquées du sceau de l'impossibilité, qui renvoie, bon, certes, à l'impossibilité, à l'équivalence impossible en traduction, mais la question qui se pose finalement, c'est fallait-il conserver le pronom masculin utilisé dans la première traduction et comment comprendre l'utilisation du pronom féminin dans la deuxième traduction. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que Spivak, dans son article, parle des femmes, mais aussi des hommes subalternes. Les deux premiers traducteurs, Kane et Diouf, de toute évidence, ont fait le choix probablement réflexe ou inconscient du masculin générique, considéré, on le sait, par l'Académie comme neutre, voilà, même si ça se discute, mais ce choix oriente de fait le texte vers une étude, je l'ai dit, d'une subalternité tout aussi générique, sans marque de genre, alors que Spivak, et elle dit ça justement dans The Politics of Translation, elle insiste justement sur l'importance de l'agentivité et de l'agentivité féminine. Alors ça, c'est ce qu'en dit Sherry Simon. Je vous en propose également une traduction, puisque voilà, c'est en français.
Spivak commence par souligner que la tâche de la traductrice féministe est d'analyser le langage comme un indice des mécanismes de l'agentivité genrée. Ça, c'est un extrait de la traduction de Franck Lemonde de 2014 que j'ai prise. Cette agentivité n'est cependant que partielle puisque l'écrivaine est toujours écrite par son langage, parce que même dans l'action, l'intention n'est pas entièrement présente à elle-même, mais l'écrivaine également écrit l'agentivité conformément à son positionnement idéologique. En clair, la langue doit contribuer à faire apparaître la position située d'où s'exprime l'autrice, même si elle est contrainte par les limites de la langue. C'est l'idée. Alors, d'après Françoise Bouillot, et pour la plupart des personnes qui liront le titre de la traduction de Vidal, cette deuxième traduction suggère qu'il ne sera question que des femmes subalternes, puisque le féminin est donc considéré comme spécifique ou exclusif. Or, justement, je me demande si on ne peut pas postuler que Vidal joue ici avec les contraintes de la langue et que le féminin du titre est en fait un féminin générique, invisible certes, mais présent, qui n'exclut pas les hommes. Voilà, donc voilà, j'ai fait des petits tableaux. Les couleurs, voilà, j'ai essayé de faire des codes de couleurs. Vous avez à gauche donc la traduction de Vidal, à droite le texte original, et j'ai mis en rouge tout ce qui avait trait au féminin, donc qui est généralement du féminin spécifique, puisqu'il n'y a soi-disant que cela. Oui, voilà, c'est mon... En vert, ce sont les formes neutres ou considérées comme pouvant correspondre soit au masculin, soit au féminin, soit aux deux. Et en bleu, les formes masculines. Alors, les formes masculines, ce que l'on voit, c'est que si on regarde la colonne de droite, Can the Subaltern Speak, ben, en fait, je n'en ai pas repéré, c'est-à-dire que, voilà, ça c'est la deuxième partie, j'ai pas pu tout faire rentrer dans une seule diapo, donc j'ai deux diapos, mais si vous regardez les diapos de droite, enfin la colonne de droite, on a des neutres anglais et des féminins, mais il n'y a pas de masculin spécifique. En français, pardon, on a les subalternes peuvent-ils parler pour Can the Subaltern Speak plusieurs fois, 1, 2, 3, 4, 5 fois, avec le subalterne peut-il parler au singulier, et le reste, finalement, c'est du neutre. Donc, on voit qu'il n'y a pas vraiment de spécificité masculine véritablement dans le texte de Spivak en anglais. Le seul dont on pourrait parler, c'est celui qui se trouve ici, en fait, les pages 74 et 296 en regard, au milieu de cette colonne. When confronted with the question, can the subaltern speak and can the subaltern as woman speak? Là, on pourrait imaginer qu'il y a peut-être un masculin spécifique, même si ça pourrait être tout simplement un resserrement du neutre vers le féminin. Et la traduction de Vidal ne considère pas que c'est un resserrement du neutre vers le féminin, sinon je pense que la traduction aurait été « les subalternes peuvent-ils parler » encore une fois au pluriel. On a le subalterne peut-il parler, où là, on a vraiment la traduction d'une alternance. Voilà. Donc, c'est finalement la première chose que l'on remarque si on fait tout simplement, voilà, si on répertorie les occurrences de subaltern et ce à quoi ces occurrences correspondent.
Alors, j'ai un petit peu improvisé là-dessus pour parler du tableau, donc laissez-moi retrouver mes notes. Voilà, en gros, lorsqu'il est accordé au masculin, subaltern n'évoque que rarement un masculin spécifique et correspond presque exclusivement, en français comme en anglais, à un générique. La majorité de féminins spécifiques, dont le genre est précisé par Spivak à l'aide de la glose The Subaltern Woman ou The Woman as Subaltern, bon, elle est obligée, hein, puisque subaltern est épicène en anglais. La traduction calque tout cela. La femme subalterne, la femme en tant que subalterne, alors que ça pourrait être la subalterne, mais bon, voilà. Ici, on a un calque. Sauf justement dans la dernière occurrence, c'est page donc 103 sur le texte français et 308 sur le texte original, The subaltern cannot speak, que Vidal ici a traduit par la subalterne ne peut pas parler, ne peut parler. Rendant ainsi compte d'un paragraphe qui est intégralement consacré justement à la femme subalterne et qui fait écho au titre. Voilà donc pour tout ce qui est repérage. Si on examine maintenant tout ce qui est chronologie du raisonnement, on remarque également que Spivak, dans son texte, passe du général au particulier dans une logique qui présente, qui rapporte et qui discute les paroles justement des théoriciens marxistes et des philosophes sur la question, qui sont évidemment tous des hommes qui s'expriment à l'aide du masculin, et les textes sont datés également, ce qui explique le masculin générique, quoi qu'il arrive. Le texte commence par exposer l'objet de la recherche. Spivak ne fait alors que mentionner « the subaltern woman ». C'est ce qu'on a voilà, au tout début du texte. Vous l'avez à nouveau dans votre colonne de droite. Et cette subaltern woman, elle l'abordera en fait en fin d'article. Cette exposition est suivie d'une longue discussion théorique et le mot subaltern finalement ne réapparaît que 12 pages plus tard, employé dans une forme neutre, à l'exception d'une unique référence, encore une fois, à woman as subaltern. C'est ce que vous avez voilà, dans 4 colonnes, 4 lignes plus loin. Une page plus loin, Spivak mentionne par exemple « the small peasant proprietor who cannot represent themselves », encore une fois, sans en, voilà, je l'ai ici, sans en mentionner le genre. Et ce n'est qu'au début de la deuxième partie qu'elle aborde le « colonial subject as other » et elle précise l'inclusion des femmes, une inclusion donc non exclusive, hein, que l'on voit ici. J'ai noté donc en caractère gras cette inclusion des femmes, voilà, men and women among the illiterate peasantry, the tribals, the lower strata of the urban subproletariat, the oppressed. Donc tout ça, il y a men and women et le reste, ce sont des épicènes. Donc en traduction, on a les hommes et les femmes, les populations tribales, les strates les plus basses du sous-prolétariat urbain, les opprimés, et en fin de paragraphe, « Can the subaltern speak ?» La traduction est au masculin générique, « Les subalternes peuvent-ils parler ?» Donc, prenons acte de la mention de « men and women » dans ce paragraphe et de l'ambiguïté générique des épicènes. Vidal, tout comme Diouf, traduit à l'aide du masculin générique, souscrivant à la règle traditionnelle. C'est la toute première occurrence des fameux subalternes, dont le genre en français, ici, pourrait contredire le genre qui est utilisé dans le titre. Ces subalternes, on l'a vu dans le tableau que je vous ai montré auparavant, resteront d'ailleurs au masculin dans la traduction de toute cette section. Et ce n'est qu'au début de la 4e et dernière section que Spivak pose à nouveau sa question
c'est-à-dire, voilà, cette fois-ci pour aborder le cas spécifique des femmes subalternes et pour analyser plus précisément l'immolation des veuves dans les rites funéraires indiens. Et cette dernière section se clôt sur la conclusion de Spivak au début de ce dernier paragraphe. Voilà, « Can the subaltern speak? What must the elite do to watch out for the continuing construction of the subaltern? The question of women seems most problematic in this context. Clearly, if you are poor, black, and female, you get it in 3 ways, etc. The cautions I have just expressed are valid only if we are speaking of the subaltern woman's consciousness or more acceptably subject. » Donc, voilà, tout ça, ça parle des femmes subalternes et elle termine et elle conclut en disant « The subaltern cannot speak. There is no virtue in global laundry lists with women as a pious item. Representation has not withered away. The female intellectual as intellectual has a circumscribed task which she must not disown with a flourish. » Donc, traduction de Vidal. Donc, tout d'abord, au début, les subalternes peuvent-ils parler? Et resserrement du propos dans la dernière partie, le tout dernier paragraphe. Et là, il choisit de traduire « The subaltern cannot speak » par « la subalterne ne peut parler ». Voilà. Donc, il resserre, comme je l'ai dit, tout ceci pour aboutir à la fin de la démonstration à un sujet féminin. On a Spivak qui parle de subject, hein, the subaltern woman's consciousness or more acceptably subject, qui correspond désormais clairement à woman. Et ce n'est pas le choix que font les 2 premiers traducteurs du texte, puisque voilà, je vous donne quelques petites captures. Ici, la deuxième traduction est celle de Kane et Diouf. Le subalterne ne peut s'exprimer, les listes mondiales de blanchissage avec la femme, etc. etc. Et c'est d'autant plus embêtant que, effectivement, sur la fin de son texte, ce sont les femmes dont parle Spivak. Donc, Vidal, lui, conclut, après avoir utilisé les subalternes peuvent-ils 5 fois de suite, par la subalterne ne peut parler, et titre sa traduction, les subalternes peuvent-elles parler. Donc, on pourrait se dire finalement que cette dernière circonscription pourrait sembler insuffisante pour donner justement au titre cette valeur de féminin. Après tout, il y aurait eu d'autres possibilités. Voilà, je vous en donne quelques-unes. Moi, je trouve qu'elles sont mauvaises. Enfin, voilà, c'est celles que j'ai trouvées. La première est lourde, la deuxième est particulièrement problématique parce qu'on change de point de vue et puis voilà, on topicalise un sujet différent et ça modifie quand même assez radicalement le sens de la question. Donc voilà, ça ne fonctionne pas très bien quand même. Mais voilà, le choix d'utiliser un pronom féminin dans le titre, en conclusion du moins ici, pour moi, ça constitue donc une véritable décision du traducteur qui prend en compte le positionnement discursif et justement l'agentivité de l'autrice. Excusez-moi. Donc, revenons à notre première question. Est-ce qu'on peut véritablement parler, d'un féminin générique ici? Alors, bon, les grammairiens s'accorderont à nous dire que le féminin... Ah, je ne vais pas y arriver. Pardon. Est un genre dit marqué, un genre discriminant, donc qui ne pourra pas englober les deux. Et c'est ce qu'on pense à la lecture du titre sans avoir lu le texte. Mais si on prend la peine de lire l'intégralité du texte source, on se rend bien compte
que les subalternes masculins inclus dans la moitié de la démonstration sont surtout des neutres ou des génériques. Je vous renvoie à mon petit marquage en vert qui assure de facto l'inclusion des hommes dans l'analyse et qu'il y a quand même un grand nombre de féminins spécifiques, the subaltern woman, the woman as subaltern, qui attirent l'attention sur les femmes dans la dernière partie du texte. Donc, il serait erroné d'en déduire que Vidal a opté pour un effacement du masculin qui reste apparent tout au long de la traduction, tandis qu'il n'est présent qu'au niveau implicite, c'est un petit peu le biais herméneutique, dans le texte original, dans les parties où sont analysés justement les textes des marxistes et des déconstructionnistes. Cette appréhension complexe du genre n'est finalement pas si inhabituelle, parce que il faut rappeler que quand même la traduction s'effectue toujours en contexte. Ce qui est inhabituel ici, je pense, est le choix d'un texte féminisant ou peut-être globalisant au féminin les sujets de l'étude, alors que le texte navigue entre masculin et féminin pour les désigner. Par l'intermédiaire du titre, la traduction de Vidal démontre donc un positionnement affirmé du marquage féminin suggérant l'exclusivité, tout en revendiquant au fil du texte une utilisation plus large de ce genre. Cette ambiguïté discursive suggère un usage inclusif ou générique du féminin. Voilà, et j'emploie suggère parce que ça reste une hypothèse en ce qui me concerne. Notion relativement inédite dans l'édition et que fait apparaître la traduction, en fait. Voilà, donc c'était ma conclusion, et si j'ai quelques petites minutes, je voulais faire un petit addendum justement sur les avatars récents des féminins génériques que j'ai trouvé dans l'édition française. Juste pour mentionner l'article de Cornelia Moser, qui reprend dans un article de Glad consacré aux traductologies féministes le célèbre titre de Benjamin. Donc, elle parle de la tâche de la traductrice, ce n'est pas la première, mais elle déclare aussi dans une note « Pour une meilleure lisibilité, j'emploie le féminin universel par lequel je désigne tous les genres. Si uniquement les femmes sont visées, cela est explicité. » Donc, ça renvoie un petit peu à The Woman as a Subaltern, où là, c'est vraiment explicité que est la femme subalterne en français. Daniel Elminger, également, toujours dans le même volume de Glad, a rédigé l'intégralité de son article au féminin générique. J'ai trouvé également, alors en espagnol et en français, c'est un blog écologique sur les problèmes écologiques qui postule justement l'utilisation du féminin générique comme solution aux problèmes de la langue inclusive et, je cite, donc l'emploi du féminin générique ne rallonge ni ne complique l'expression quotidienne. Voilà la raison invoquée pour utiliser le féminin générique. Et le blog est géré par des hommes, des femmes, les deux sont là. Il y a également des artistes qui utilisent le féminin générique alors à des fins ludiques, mais pas uniquement, bien sûr. Donc, Tiffen Day, humoriste, donc, dans son spectacle La péril mortel, que vous connaissez peut-être, qui est donc une référence forcément au péril mortel évoqué par l'Académie française sur l'écriture inclusive. Et il y a un projet aussi que j'aime bien, qui est Roberte Larousse, une collective qui développe les projets artistiques et critiques et qui a lancé la projet en française dans la texte, qui consiste à traduire en française, c'est-à-dire entièrement à la féminine, des textes provenant de différents horizons grâce à la création d'une règle générale de féminisation. Donc tout ça, voilà, ce sont des expérimentations linguistiques à la fois ludiques et politiques
Et pour finir sur une note un petit peu plus sérieuse, je mentionnerai au Québec, là on part de France, Termium, qui est la base terminologique québécoise. Voilà, le Québec étant quand même un pays beaucoup moins prescriptif que la France en termes de linguistique, qui a reconnu l'existence récemment d'un féminin dit générique, même s'il note que c'est une pratique encore marginale. Donc voilà, même si effectivement le féminin dit générique reste une pratique marginale, j'ai l'impression qu'on peut en voir de plus en plus d'occurrences et l'enjeu finalement, plutôt que de prescrire, c'est désormais d'observer si cela génère des pratiques langagières différentes qui œuvreront à une plus grande visibilité du féminin et une plus grande égalité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Corinne, pour cette enquête fascinante sur la question d'un possible féminin générique et de ces enjeux qui apparaissent si clairement, je crois, quand on examine, comme tu as fait, les traductions multiples du texte du Spivak. Alors, il nous reste, je crois, Tiffany me dit 10 minutes à peu près pour la discussion. Moi, je voulais juste vous poser une question très générale afin d'ouvrir la discussion. C'est que vous avez tous les deux examiner des pratiques linguistiques tout récentes, tout courant. Et on entend souvent beaucoup de polémiques, de difficultés autour de ces questions de genre, la féminisation, la langue inclusive, le langage neutre. Mais pour vous, qu'est-ce qui vous semble le plus encourageant ou le plus prometteur dans ces débats, que ce soit dans le contexte québécois, français, ou je ne sais pas, est-ce que... Voilà, c'est comme ça. Est-ce que Corinne, tu veux commencer? Si tu veux. Moi, clairement, je pense que ce sont les nouvelles pratiques éditoriales. Alors justement, Loïs, tu avais mentionné Cambourakis. C'est vrai que voilà, c'est une maison d'édition qui donne la parole à ses traducteurs et ses traductrices et qui leur laisse déterminer la manière dont ils et elles vont utiliser la langue pour justement traiter ces problématiques. Et tu as cité également Sam Boursier qui dit qu'on a tout, enfin je le cite, pardon, on a tout à fait les moyens de pratiquer une grammaire et une orthographie à géométrie variable. En fait, donc ça, je pense que c'est très important. Il faut jouer avec la langue et non pas utiliser les règles telles qu'on nous les prescrit. Et le fait que l'édition s'empare de ces questions et soit explicitement, comme le font Cambourakis, comme le font également des maisons un petit peu associatives, comme la maison d'édition de Noémie Grunenwald, de Hystérique et Associés, c'est-à-dire en expliquant dès le départ la manière dont ces traductions vont utiliser la langue. On popularise aussi ces pratiques et on les rend moins marginales. De toute façon, c'est l'usage qui va finir par déterminer les normes ou qui va populariser la multiplicité des normes. Je pense que c'est surtout ça l'enjeu. Oui, j'irais vraiment dans le même sens. Pour moi, ce qui est vraiment très encourageant dans les pratiques actuelles et ce qu'on voit se développer actuellement, ça concerne vraiment comment est-ce qu'on genre les personnes et comment est-ce qu'on attribue le genre. Il y a, de ce que j'ai vu de ma recherche, mais aussi comme dans la vie de tous les jours, je constate de plus en plus un passage dans la norme ou une banalisation de pratiques pour, par exemple, demander les pronoms, s'assurer de bien genrer, vérifier avec la personne. Il y a vraiment un changement. Avant, ces pratiques-là étaient tout à fait minoritaires. Voilà, quand on sortait un peu de la bulle queer trans et on voit ce passage dans la norme s'effectuer jusqu'au gouvernement du Canada qui émet des recommandations à cet effet-là, alors que ce sont des pratiques de genrement issues de nous, les minorités. Donc ça, pour moi, c'est ce que je dirais peut-être, bien sûr, pas encourageant dans le sens où comme il faut juste le célébrer et pas le critiquer, mais encourageant dans le sens où on voit vraiment un changement de paradigme se passer. Excellent. Merci à tous les deux.
Et donc maintenant, s'il y a des questions de la part du public, allez-y, n'hésitez pas à allumer le micro ou vous pouvez mettre des questions dans le chat aussi si vous voulez. Moi, j'ai une question si personne n'en a. Du coup, c'était par rapport à une diapo de Loïs où c'était écrit chaos général et ça m'a fait un peu rire. Je me demandais si du coup, enfin, tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu penses que du coup, ce chaos général, c'est plutôt un problème ou une richesse pour la traduction? Parce que il y a un moment où tu as dit que justement pour les traductions, bah, la multiplicité de possibilités faisait qu'on ne pouvait jamais avoir la certitude que ça allait produire le même effet, etc. Mais en même temps, ça veut dire que bah, il y a plein de possibilités et que du coup, ça ouvre plein de portes aussi. Donc, je ne sais pas comment tu vois ça. J'imagine que c'est un peu des deux, mais voilà. Oui, complètement. Bah, je dis chaos parce que j'aime bien provoquer un peu par rapport au fait que bah, le chaos, ça ne veut pas forcément dire l'anarchie ou la destruction ou la fin de tout. Le chaos, c'est aussi juste le fait de juste réaliser que nos hiérarchies, ce sont juste des grilles qui sont valides de manière temporaire et qui sont toujours transitoires. Je pense en contexte de traduction, enfin pour les besoins de la traduction, euh, ce qui compte, c'est de faire des choix qui soient comme cohérents et qu'on comprenne pour toute la durée du texte. Par exemple, si on prend toutes les notes de traduction de la collection sorcière chez Cambourakis, ça a l'air chaotique, mais ça fonctionne dans le contexte de chaque texte parce que c'est bien expliqué et parce qu'on suit. Donc, je ne pense pas que le chaos, entre guillemets, au niveau comme systémique, soit un problème tant et pour autant que dans différents contextes, on se comprenne. C'est ça aussi l'enjeu de ce changement de paradigme, c'est que comme ce qui constitue un acte de communication réussi n'est pas vraiment mis en relation avec une norme linguistique, en tout cas pas de manière prioritaire. Merci. Moi aussi, j'ai une question pour Loïs, si possible. C'était par rapport à ce que tu disais sur les traductions vers le français européen, qui doivent du coup être retraduites en quelque sorte pour un public québécois. Est-ce que dans les guides de rédaction que tu as montrés, j'avais l'impression que c'était surtout des guides québécois, enfin canadiens en tout cas. Est-ce que tu as commencé à regarder des guides français ou en tout cas enfin, européens de rédaction? J'en ai consulté quelques-uns dans le monde corpus plus large, mais l'analyse c'était vraiment sur des guides québécois. Euh, non, donc c'est ça, donc j'en ai pris en compte, mais la base de données publiée par Daniel Elmiger, je ne sais jamais comment prononcer, je m'excuse, apparue alors que je finissais mon analyse, donc j'ai pas eu le temps de reconsidérer si je voulais comme élargir le corpus, mais en tout cas, je vous renvoie à cette bibliographie qui est géniale, tout le monde là, comme si vous voulez voir plus de guides de rédaction et de communication inclusive. Mais non, j'ai surtout considéré des guides québécois, même pas canadien, parce qu'après, quand on va dans les minorités francophones ailleurs au Canada, c'est autre chose. Ok, parce que je me demandais du coup si tu pouvais peut-être regarder aussi, je sais pas, enfin, la différence entre les différentes façons de proposer, enfin de conseiller aux gens de faire d'écrire dans les deux variétés en fait, de la langue française. Même ça, en fait, c'est une forme de traduction. Enfin, comment est-ce que le français enfin, de France, en fait, le français européen est influencé par le français qui vient d'ailleurs. Et du coup, comme tu disais, influencé par l'anglais. Donc, c'est une sorte enfin, de couches supplémentaires de traduction intralinguale entre deux variétés de la langue. Oui, absolument. Non, c'est ouais, super. Ce qui est, juste un dernier truc, c'est ce qui est super intéressant aussi, c'est que dans les guides québécois, les références à l'appui de stratégies vont être davantage françaises et européennes que québécoises, alors que c'est très intéressant de voir que les arguments d'autorité viennent de France souvent.
alors que les guides sont publiés au Québec, en fait, pas en Ouais. France, et qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a plus, du coup, au Québec qu'en France. Moi, à chaque fois que j'essaie de regarder des sources de guides comme ça sur l'écriture inclusive, pour mes cours, en fait, j'en trouve quasiment que des sources canadiennes, en fait. Il y en a très peu, en fait, en France. Il y en a une qui vient de sortir vraiment là en 2022, version actualisée. J'étais en train de la rechercher, qui a été faite par le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, qui s'appelle « Pour une communication publique sans stéréotype de sexe ». Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Ok, super. Voilà. Pour une Donc, communication sans... Qu'est-ce que... pour une sans communication stéréotype. publique sans stéréotype de sexe. Voilà, ça Ok, s'appelle. Et merci. qui a été, elle a eu comme conseiller scientifique Eliane Viennot, entre autres, voilà, qui a travaillé sur justement la masculinisation de la langue à partir du XVIIe siècle par l'Académie française. Ok, super, merci. C'est plus binaire qu'autre chose, mais Mm. voilà, ça a le mérite d'exister. Ok, Après, je l'ai parcouru il y a très très vite, donc je suis incapable d'en parler. Là, j'ai juste retrouvé le titre, mais voilà, si vous voulez regarder ça, voilà, merci. quelque chose de Ah, il y a français en tout. Est-ce Ah, qu'il y a... et Oui, pardon. pardon, oui, juste, j'avais juste une toute petite question pour Loïs qui a mentionné les éditions sans fin. Est-ce que c'est une maison d'édition française ou québécoise? C'est une maison d'édition basée à Montréal, donc québécoise. Euh, D'accord. ça a été créé par deux militantes lesbiennes qui ont notamment aussi beaucoup géré la relation Amazon d'hier, lesbienne d'aujourd'hui, de Montréal, juste pour vous donner une idée de leur alignement politique. D'accord. Merci. Moi, j'avais une question pour Corinne. Juste une petite question. J'ai remarqué à un moment je trouve ça super intéressant de voir comment est-ce qu'un féminin générique peut s'immiscer dans la traduction de ce texte. Et il y a un moment, et tu ne l'as pas relevé, mais il y a l'intellectuel ELLE, femme, et je trouve ça super intéressant comme choix de traduction de le mettre au féminin, mais de quelque part créer une redondance en disant que l'intellectuel le est une femme. En tout cas, c'est quelque chose que je voulais juste commenter que personnellement, j'ai pas vu ça dans beaucoup de textes, même des textes qui utilisent le féminin générique, de voir cette redondance-là. Oui, elle fait écho, j'ai l'impression, à la redondance, la subalterne en tant que femme ou la femme subalterne, parce que finalement, on aurait pu avoir la subalterne tout court. Donc, la redondance, elle est dans toutes les occurrences en traduction également. Et je me pose la question de savoir si voilà, l'hypothèse du féminin générique, elle fonctionne en fait, parce que voilà, je suis partie dans cette espèce d'analyse où je me suis dit, tiens, on a peut-être un féminin générique, mais finalement, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, enfin, je ne sais pas. Enfin, avec les éléments que je vous ai donnés en tout cas. Enfin, est-ce que c'est plausible pour vous, enfin, la plausibilité du féminin générique? Moi, je pense que tu as soulevé dans ta présentation un élément de réponse à ça, dans le sens où ça va dépendre beaucoup de ce que le lectorat, après, va bien vouloir comprendre de l'usage de ce « elle », tout autant que ça dépend des choix qui sont faits par Vidal ou par la maison d'édition. Je pense que ce serait vraiment intéressant de faire des études basées sur la réception aussi, parce qu'il y a des choses qui sont faites en psychologie cognitive et tout ça, je ne parle pas de ça, mais c'est ça, pour vraiment savoir si le féminin a un rôle de générique, quelque part, il faudrait aussi voir quel lectorat veut bien comprendre de cette manière-là. Moi, c'est la question que ça me fait.
Puis il y a aussi la tension, enfin, on voit déjà entre vos deux communications, la tension entre cette idée de féminin générique ou enfin, les formes neutres, inclusives qui émergent en fait. J'ai l'impression il y a cette tension aussi entre l'idée de démasculiniser la langue, mais de quelle façon? Est-ce qu'on le fait en faisant ressortir le genre féminin comme genre neutre ou est-ce qu'on crée autre chose pour que ce soit vraiment neutre entre guillemets? J'ai l'impression que c'est ça qui sort aussi des deux présentations. Oui. Et peut-être que n'était pas possible au moment où il a été proposé, mais qu'il le sera un jour, je ne sais pas. Je Oui, crois pas. moi, je ne sais pas si vous m'entendez, pardon. Mhm. Moi, j'étais impressionnée aussi dans vos deux communications sur le... On a parlé de multiple layers, plusieurs couches de problématiques qui peuvent s'imbriquer. Donc, entre Corinne parlait du féminisme et de la dimension postcoloniale et ça me faisait penser au fait que le traducteur se trouve quand même avec une masse de problèmes à gérer. Donc, j'avais entendu parler de la possibilité de faire des traductions ciblées pour un certain public, donc de choisir une de ces dimensions parmi toutes les dimensions possibles, et je voulais avoir votre avis là-dessus. On se retrouve forcément à individualiser un des aspects du problème, mais comment réussir à tout traiter en traduction? Vraiment de réponse. Hein. Je sais pas vraiment si j'ai une réponse en fait. Et même pour revenir sur Il, finalement, je ne sais pas si ça va apporter de l'eau au moulin, mais j'ai pris des notes quand justement Loïs parlait de ce pronom. Moi, je ne savais pas effectivement que c'était Michel Cos qui l'avait utilisé vraiment dans un sens très particulier, alors que dans la proposition de Vidal, finalement, ça aurait été un neutre générique. Donc, en parlant de multiple layers, il y a ces couches-là également de sens sur les nouveaux pronoms selon effectivement la valeur qu'on leur assigne, ce qui rajoute encore à la complexité de tout ça. Et après, pour le reste de la question, très franchement, voilà, je n'ai pas de réponse. J'attends de voir ce qui se passe beaucoup. Voilà, je crois qu'il va falloir faire du repérage, observer et, et attendre un peu parce que ce sont des phénomènes nouveaux et il n'y a rien de plus difficile à analyser que quelque chose qui est en train de se produire en fait. Et pour Loïs, est-ce que tu avais vu des textes où le choix a été fait entre la dimension québécoise ou la dimension du genre? Pardon? Ah oui. Par rapport à des choix qui sont faits entre différentes couches, je ne sais pas si je le vois comme un choix à ce niveau-là, mais par contre, quelque chose que j'ai pu remarquer, c'est dans une optique queer qui prend plus conscience des dynamiques de racisation et de la précarité linguistique des immigrants et immigrantes, les choix ne vont pas être les mêmes. Jusqu'ici, les guides de communication inclusive, les tentatives de nouvelles grammaires neutres, souvent, c'est des projets très blancs donc, juste, c'est un commentaire que je pourrais faire à ce niveau-là sur parfois le choix de prioriser une accessibilité de la langue française, quitte à alterner les pronoms ou à se servir d'autres tactiques, ou prioriser quelque part une rectitude grammaticale ou une recherche de légitimité auprès de l'autorité linguistique centrale. Ça, c'est des choix que je remarque. Alors, on vient de me passer un petit papier pour me dire qu'il faut clore la discussion, mais je voulais vraiment vous remercier pour tout ça. C'était très riche. Merci à Daniela aussi pour la modération. Et on voulait juste, avant de
que tout le monde se déconnecte, vous inviter à notre prochaine séance aussi qui aura lieu le 8 décembre et où on va continuer à discuter sur ces problématiques de genre. Donc, j'espère retrouver, on espère retrouver l'ensemble d'entre vous pour continuer cette discussion. Donc, on aura Julie Loison-Charles et Marguerite Chapelle pour continuer le débat et notamment parler de they dans la traduction audiovisuelle. Voilà, donc on vous remercie. Merci.